Salutations aux Tanuki rôlistes. Chayton traverse des moments charnières dans sa jeune vie. Entre les tourments du cœur, les promesses dangereuses et les responsabilités qui l'attendent, il reste debout, prêt à affronter ce qui vient, malgré les cicatrices qui s'accumulent. Résumé des derniers événements. Ces derniers jours ont été marqués par des bouleversements personnels et émotionnels pour Chayton. 1. La rupture avec Tiana. Sous la pression d'une promesse magique imposée par Savannah, une succube manipulatrice, Chayton a été contraint de rompre avec Tiana, son amour sincère. Malgré ses efforts pour lui expliquer la vérité, leur relation reste brisée et Tiana, blessée et furieuse, refuse pour l'instant de lui pardonner. Manipulation des rêves des jumeaux. Chayton a exploité ses dons de Dreamcatcher pour pénétrer dans les rêves de Savannah et Brody, espérant semer des graines de doute dans leurs esprits. Ce plan, bien que réussi, n'a pas encore porté tous ses fruits et les conséquences restent incertaines. 3. Le soutien de ses amis. Sam et Max, ses amis fidèles, ont apporté leur soutien malgré la complexité de la situation. Ils l'encouragent à ne pas abandonner et à essayer de réparer les choses avec Tiana, même si l'équilibre de leur groupe d'amis est fragilisé. 4. 2 nouvelles majeures. Lors d'un moment d'introspection chez lui, sa mère lui a apporté 2 nouvelles importantes. Une rencontre est prévue avec son père en prison, offrant une opportunité pour une confrontation père-fils nécessaire. Son grand-père Big, un pilier des Spirit Coyotes, s'est réveillé de son coma. Demain, Chayton pourra l'accueillir chez lui, un moment qu'il espère riche en conseils et en liens familiaux. À toi de jouer maintenant, Chayton. Le destin te tend des chemins tortueux et pleins de promesses. La nuit s'avance et demain sera chargé en émotions. Que souhaites-tu faire avant de te coucher, ou préfères-tu directement plonger dans la journée à venir ? Pour ce jeudi 9 octobre 1997, non, Chayton va rien faire de spécial. Il va essayer de vivre sa petite vie tranquille pour en fait, juste à se contenter d'aller au lycée, voir comment ça se passe avec Sam, Max, voir si les jumeaux McGuffin le collent encore de trop près ou s'il laisse un peu plus d'espace maintenant qu'il a réussi à tisser un peu leurs rêves. Donc voilà, en fait, il va juste se concentrer. C'est que sa mère aujourd'hui va aller à l'hôpital d'Amberlake régler les préparatifs, les papiers pour la sortie de Big qui aura lieu donc demain matin de l'hôpital. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que Chayton en fait se préoccupe pas trop de ce qu'il y a autour de lui. Il va faire sa petite vie, voir comment elle se passe tranquillement cette journée. En attendant avec grande espérance la journée de demain pour voir son grand. Donc voilà, à moins que tu me dises qu'il se passe quelque chose dans la journée au lycée, je vais te mettre du. Jeudi 9 octobre 1987 se déroule plutôt tranquillement pour Chayton, mais quelques événements subtils viennent perturber cette apparente routine. La journée au lycée. 1. Les relations avec Sam et Max. Sam et Max semblent toujours partagés. Ils restent amicaux avec Chayton, mais sont un peu plus réservés qu'à l'accoutumée, probablement par loyauté envers Tiana. Néanmoins, leurs taquineries habituelles reviennent progressivement et ils s'efforcent de le détendre, surtout en parlant de sujets légers comme les prochains matchs de foot ou une soirée à venir au bar de Kyle, le Leather Bear. 2. Les jumeaux McGuffin. Savannah et Brody sont présents, comme à leur habitude, mais quelque chose dans leur attitude a changé. Savannah se contente de sourire narquoisement de loin, ne venant pas coller Chayton comme elle le faisait auparavant. Brody, lui, semble plus distant, bien qu'un sourire perfide traverse son visage à chaque fois que leurs regards se croisent. Chayton peut sentir que son influence sur leurs rêves commence à porter ses fruits, mais il reste méfiant. Les jumeaux ne sont pas du genre à abandonner leur proie si facilement.
3. Une brève rencontre avec Tiana. Dans un couloir, Chayton croise brièvement Tiana. Elle ne le regarde pas et passe rapidement entourée de ses amis. Son attitude est glaciale, et même Sam et Max, qui assistent à la scène, n'osent pas intervenir. C'est un moment lourd pour Chayton, qui ressent un mélange de culpabilité et de perte. Le soir venu, de retour chez lui, Chayton profite d'un moment de calme. Sa mère confirme qu'elle a réglé les formalités pour la sortie de Big. Elle est visiblement émue et impatiente de ramener son père à la maison. Elle prend également un instant pour rappeler à Chayton que son rendez-vous avec son père en prison est prévu dans quelques jours et qu'il doit réfléchir à ce qu'il veut vraiment lui dire. Alors que la nuit tombe, Chayton se retrouve dans sa chambre, écoutant une fois de plus ses morceaux préférés de Nirvana, avec Farceur blotti à ses pieds. Le poids des événements récents l'assaille, mais l'idée de revoir Big le lendemain lui offre un soupçon d'espoir. Rien de notable. La journée s'écoule sans accroc majeur, sauf si tu veux approfondir un des points évoqués ou te concentrer sur une action particulière. Si tu préfères avancer directement au vendredi 10 octobre 1087, dis-le-moi. Non, je ne veux pas approfondir plus que cette journée. Ça me va très bien, une petite journée pépère et... Du coup, je pense que pour le vendredi matin, en fait, ma mère sera partie en voiture avec mon oncle Dick pour aller récupérer mon grand-père Bigby. Donc, je pense que il sera content de voir que sa belle-fille et son fils viennent le chercher. Et puis du coup, ils le ramèneront à la maison où moi, pendant ce temps, en fait, j'aurais pris la matinée, je serais allé au lycée. Ok pour ça passe cette fois-ci. Et du coup, en fait, j'aurais préparé la chambre de Winona, ma grande sœur, vu qu'elle n'est pas là, qu'elle est à la faculté de droit, à Des Moines, pour que grand-père puisse y loger quelque temps, le temps qu'il se remette. Et du coup, en fait, quand ma mère et mon oncle Dick ramènent papy à la maison, je me rends compte qu'en fait, il est encore un peu en convalescence parce qu'il a un fauteuil roulant. Ne peut plus trop se déplacer par lui-même. Du coup, on va l'aider à s'installer. Et en tout cas, je le serre dans mes bras fortement. Je suis heureux de le retrouver. Le soleil se lève doucement sur Blackwater et Chayton s'affaire à préparer la chambre de Winona. Sa grande sœur, partie pour l'université à Des Moines, ne l'occupe plus depuis des mois. Mais aujourd'hui, elle servira à héberger Big, leur grand-père, qui revient de l'hôpital. Chayton secoue les draps, ajuste le lit et dépose un oreiller supplémentaire. Farceur, son husky noir et blanc, le suit à la trace, curieux, parfois espiègle, mordillant le bord d'une couverture ou bondissant sur le matelas fraîchement fait. Chayton sourit en voyant le chien s'agiter. « Hé, Farceur, calme-toi. C'est pas pour toi, cette chambre. » Il le caresse avant de le poser doucement par terre. Pendant ce temps, Enola et Dick prennent la route pour Amber Lake. La maison semble presque silencieuse en leur absence, si ce n'est le bruit de la radio que Chayton a laissé jouer en arrière-plan. La matinée s'écoule tranquillement, avec une certaine excitation qui monte dans sa poitrine à mesure que l'heure avance. Vers midi, le grincement du pick-up de Dick se fait entendre dans l'allée. Chayton bondit de sa chaise, traverse le couloir à grandes enjambées et ouvre la porte. À l'extérieur, il voit sa mère sortir de la voiture, suivi de Dick qui descend lentement Big du véhicule. Le vieil homme est installé dans un fauteuil roulant, une couverture sur les genoux, son visage marqué par la fatigue, mais illuminé d'un sourire familier. « Eh bien, petit, tu vas rester planté là où tu viens m'aider ?» lance Big avec son habituel ton bourru mais affectueux. Chayton descend les marches en courant et se jette presque sur lui pour l'enlacer. Big rit doucement, mais l'émotion dans ses yeux est visible. Malgré sa silhouette amaigrie, son regard reste vif et son sourire en coin trahit un mélange de fierté et de soulagement. Enola, resté près du véhicule, essuie discrètement une larme. Dick observe la scène en silence, les bras croisés, son visage arborant un léger sourire. Dans la maison,
tout le monde s'active pour installer Big confortablement. Shaitan pousse doucement le fauteuil dans la chambre qu'il a préparée, ajustant les oreillers et posant une carafe d'eau fraîche sur la table de chevet. Farceur s'approche prudemment, renifle les genoux de Big, puis pose sa tête dessus, le regard levé vers lui. « Un husky, hein ?» murmure Big en gratouillant les oreilles du chien. Pas murmure ça. Pas mal, gamin. Un chien comme ça, c'est pas juste un compagnon, c'est un symbole. Ça te va bien. Shaitan rit doucement, mais un poids dans sa poitrine semble se soulager un peu. La maison paraît plus vivante avec Big de retour. Plus tard dans l'après-midi, alors que le soleil commence à décliner, Big demande à parler seul avec Shaitan. Dans le salon, le vieil homme, installé dans son fauteuil, fixe son petit-fils avec un regard sérieux mais bienveillant. « Ta mère m'a parlé, commence-t-il, de toi, de ce que t'as traversé ces dernières semaines. Je sais que ça n'a pas été facile, mais si t'as des questions ou besoin de conseils, je suis là. Parle-moi, gamin. » Shaitan sent un mélange d'appréhension et de soulagement. Son grand-père, malgré sa fatigue visible, semble prêt à écouter. Peut-être même à partager des choses qu'il n'a jamais dites auparavant. C'est un moment rare. Que fais-tu? C'est avec soulagement que je m'installe face à mon grand-père, que je vais enfin pouvoir me confier à lui. Car je sais que c'est celui à qui je peux tout dire et qui sera le plus à même de me guider de sa sapience. Du coup, je vais lui raconter tous les derniers événements qu'il a ratés concernant mon père, Alaro. Que j'ai découvert qu'il était lui aussi Dreamcatcher, mais pas comme moi, ni comme notre arrière-grand-père Enopai. Mais qu'il était plutôt mon père, lui, avec des vues plutôt mauvaises, maléfiques, si tu veux dire, vis-à-vis de la marche des rêves et des cauchemars, qu'il était plutôt prompt à manipuler les cauchemars plutôt que de les capturer, et que j'ai dû l'affronter dans la forêt. Alors qu'il usait de ses pouvoirs sur les cauchemars pour en insuffler de la drogue, de la méthamphétamine. Où je lui raconte le combat contre mon père qui était en fait depuis des années guidé par un Manitou, donc ces entités spirituelles que on pourrait surnommer aussi des démons, et que le sien se nomme Cruel. Et qui était assez proche de mon propre guide spirituel Farceur. D'ailleurs, j'explique à mon grand-père que mon husky noir et blanc qui tient à mes côtés là actuellement était l'ancienne apparence matérielle, physique de Farceur. Et il était dans le monde éveillé et qu'il s'amusait à prendre des formes d'opossum ou de cheval, déjà ça lui arrive pas. Mais qu'il a été toujours là depuis le début de l'éveil de mes pouvoirs de Dreamcatcher. Est-ce que lui aussi était un Manitou ou est-ce qu'il était une entité plus positive? Néanmoins, il a risqué sa vie, il s'est sacrifié pour moi de combattre mon père et Cruel au détriment de son intégrité, car j'ai appris grâce à la pétroloie Marinette Boisséché que du coup son esprit, sa pression onirique, sa pression spirituelle a été dispersée et que le corps du husky noir et blanc qui se tient aujourd'hui à mes côtés n'est qu'un fragment de mon pouvoir. Il reste qu'à moi d'essayer de retrouver ces autres fragments du farceur originel, dirons-nous, pour le reconstituer. J'explique aussi ce que à mon grand-père la situation que j'ai eu à confronter un succube et une incube, que j'ai réussi à commencer, que je commençais à réussir à manipuler leurs rêves, prouvant que mes dons de Dreamcatcher s'affinent avec le temps. Maintenant, je suis capable d'interroger les souvenirs oniriques d'une personne, mais aussi tisser les rêves de celle-ci. Je lui explique un peu de tout ça.
En attendant sa réponse et c'est tout. Big écoute attentivement, son visage marqué par le poids des ans, mais son regard brillant d'une intense concentration. Il ne l'interrompt pas une seule fois, laissant Chaiton dérouler son récit. Lorsque son petit-fils finit de parler, un silence plane dans la pièce, seulement troublé par le bruit léger de farceur qui se tourne pour poser sa tête sur les genoux de Chaiton. Le vieil homme inspire profondément, ses mains calleuses serrant les accoudoirs de son fauteuil. Tu vis des choses bien au-delà de ce qu'un gamin de ton âge devrait affronter, petit. Mais t'as tenu bon, et je vois que t'as ton cœur au bon endroit, même si le chemin est sinueux. Il marque une pause, cherchant ses mots. Ton père, Cal. J'ai toujours su qu'il avait une part d'ombre en lui, une ambition qui dépassait les limites de ce que notre famille aurait dû accepter. Mais jamais je n'aurais cru qu'il irait jusqu'à se lier à un Manitou comme Cruel. Il plisse les yeux, visiblement troublé. Cruel et farceur, ces deux-là sont liés, tu le sais, non? Ils viennent du même courant d'énergie. Les Manitou ne sont ni bons ni mauvais à la base. C'est ce qu'on leur donne, ce qu'on leur demande qui les façonne. Ton père a nourri Cruel avec ses propres cauchemars, ses ambitions, sa rage. Toi, tu as nourri farceur avec autre chose. De l'espoir, peut-être. De l'amour. Big pose un regard perçant sur Chaiton. T'as déjà fait plus que je n'aurais cru possible, mais t'as encore un long chemin à parcourir. Si farceur est fragmenté, tu vas devoir être patient. Les parties de lui qui manquent, elles sont là, quelque part, dans la marche des rêves ou dans des endroits que toi seul pourras atteindre. Mais rappelle-toi, Chaiton, les Manitou répondent à nos intentions. Si tu veux retrouver farceur, il faudra que tu restes fidèle à ce que tu es, à ce qui fait de toi un Dreamcatcher différent de ton père. Il laisse planer ses paroles, puis reprend d'une voix plus grave. Quant à ses jumeaux, Savannah et Brody, tu dis? Des succubes. Ils ont fait une promesse magique, hein? Il hoche la tête lentement. Ces créatures jouent sur les liens et les pulsions. Elles te testent, petit. Elles veulent te posséder, pas juste ton corps, mais ton esprit, ta volonté. Si tu veux briser leur emprise, ça va prendre plus que des dons oniriques. Tu vas devoir être plus malin qu'eux. Leur montrer que tu peux te libérer sans qu'ils s'en rendent compte. Il se redresse légèrement, son visage fatigué mais empli de détermination. Maintenant, écoute-moi bien. Ton combat avec Cal n'est pas terminé. Il est en prison, mais son influence est toujours là. Tu vas devoir te tenir prêt, parce que tôt ou tard, il essaiera de te manipuler, toi aussi. Mais t'as une force que lui n'a jamais eue, le soutien des tiens. Moi, ta mère, tes amis, même ceux qui doutent de toi. Tu fais partie d'une meute, Chaiton, et un coyote seul n'a jamais survécu bien longtemps. Il tend une main usée par le temps, la posant sur l'épaule de son petit-fils. Tu portes un héritage lourd, mais t'as un cœur plus grand que tu le crois. Et tant que tu restes fidèle à ce que tu es, à ce que ta mère et moi t'avons appris, tu pourras affronter tout ce qui se dressera devant toi. Le regard de Big se fait plus doux, presque affectueux. Maintenant, dis-moi, petit, t'as d'autres questions? Ou est-ce que je dois te botter le cul pour que t'ailles t'occuper de ce husky avant qu'il s'endorme sur mes genoux? Je ricane quand mon grand-père me sort ça, parce que je vois en effet que pendant qu'on discutait, Farceur s'est à moitié avachi sur lui avec ses deux pattes devant sur les jambes de mon grand-père pour épouser sa grosse tête. Et du coup, je décale mon chien pour débarrasser mon grand-père. Et je pense qu'au cours de la soirée, on aura aussi la visite de Maître Rachel Thunderwalk, l'avocate de la famille et du club des Spirit Coyotes, qui viendra voir, prendre des nouvelles de grand-père, mais aussi nous tenir au courant des avancées qu'elle a faites concernant l'intérêt soudain que Jacob Spark, le promoteur immobilier de Blackwater, et neveu de Irving Whitfather, le chef tribal du conseil de la réserve Iowa. Donc oui, les intérêts que Jacob a sur le terrain de mon grand-père, car je l'ai aperçu en fait là-bas avec l'idée de le racheter.
Et du coup, Rachel a réussi à stopper cette mise en vente du terrain en prétextant que lui était sorti du coma, donc en tant que propriétaire, le terrain lui appartenait, bon droit, papier légal et droit de pour, qui a du coup fait capoter la mise en vente du terrain au profit de Jacob Park, et surtout qu'elle a découvert aussi qu'il bossait pour Rick McGuffin. Je pense que voilà, elle réunit Bibi, ma mère, mon oncle et moi pour nous apprendre elle. La soirée avance, l'odeur de café fraîchement préparé emplit la maison tandis que la famille se réunit dans le salon. Big est assis confortablement dans son fauteuil, un plaid sur les genoux. Farceur, maintenant installé à ses pieds, lève parfois la tête, curieux des échanges. Rachel Thunderhawk, impeccablement habillée dans un tailleur sombre, prend place sur le canapé, son attaché-case posé à ses côtés. Ses yeux déterminés parcourent chacun des visages présents. Big, Shaiton, Enola et Dick. Rachel ouvre le dossier devant elle, sortant quelques documents qu'elle étale sur la table basse. Bon, allons droit au but. Je vais commencer par la bonne nouvelle. J'ai réussi à faire annuler la mise en vente du terrain de Big. En mettant en avant son retour à la conscience et ses droits de propriétaire, j'ai bloqué les démarches de Jacob Sparks. Pour l'instant, il ne peut rien faire sans notre accord. Un soupir de soulagement parcourt la pièce, Enola posant une main sur celle de son père. Mais Rachel poursuit, son ton devenant plus grave. Cependant, ce n'est pas terminé. En enquêtant un peu plus sur Jacob Sparks, j'ai découvert qu'il n'agit pas seul. Il travaille étroitement avec Rick McGuffin. Dick lâche un juron, frappant du poing sur le bord du canapé. Évidemment, ce fils de chien et ses combines. Rachel hoche la tête. Oui, McGuffin utilise Sparks comme un écran de fumée. Ce promoteur immobilier n'est qu'un pion dans un jeu beaucoup plus large. McGuffin veut s'approprier ce terrain pour des raisons qui dépassent le simple profit immobilier. Big plisse les yeux, ses traits se durcissant à la mention de McGuffin. Ce terrain, il a plus de valeur qu'ils ne le laissent entendre, hein? Il y a quelque chose là-bas qu'ils veulent. Rachel acquiesce lentement. Exactement. Je ne sais pas encore quoi, mais il est évident qu'il cherche à mettre la main dessus coûte que coûte. Shaiton, jusque-là silencieux, se penche légèrement en avant. Et les hommes qui ont agressé grand-père, tu crois que c'est eux aussi? Les hommes de Sparks ou de McGuffin? Big relève lentement la tête, son regard dur fixé dans le vide, comme s'il cherchait à se rappeler. J'en suis presque sûr, la nuit où ils m'ont laissé pour mort. Il inspire profondément, ses mains tremblant légèrement sur la coudoir. J'ai vu deux hommes. L'un d'eux portait un blouson de cuir avec un serpent dessiné dans le dos. L'autre avait un tatouage sur la main, un logo que j'ai déjà vu sur les documents de Sparks. Ce n'étaient pas des amateurs. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Enola serre les poings, son regard se durcissant. Alors c'est bien eux. Ces salopards s'en sont pris à toi pour nous forcer à vendre le terrain. Rachel hoche la tête avec gravité. Si Big en est certain, cela confirme mes soupçons. Ce n'était pas un simple accident ou une attaque aléatoire. Sparks et ses associés veulent ce terrain et ils sont prêts à utiliser tous les moyens pour l'obtenir. Dick se redresse, ses traits marqués par une colère froide. Ils veulent la guerre alors? Très bien, on leur montrera ce que c'est. Là, Rachel lève une main pour calmer les ardeurs du vice-président. Doucement, Dick. Pour l'instant, nous avons l'avantage légal. Big est de retour et nous avons bloqué la vente. Mais ils ne vont pas en rester là. Nous devons être prudents et éviter de leur donner des raisons de nous attaquer en justice ou autrement. Shaiton tourne un regard inquiet vers son grand-père. Grand-père, tu penses qu'ils reviendront? Qu'ils essaieront de te faire du mal encore une fois? Big pose une main rassurante sur celle de son petit-fils. Qu'ils viennent, gamin. Je suis peut-être vieux, mais j'ai pas perdu mon mordant. Ce terrain est à moi, et tant que je respire, ils ne poseront pas la main dessus. Rachel se lève, ajustant son tailleur.
Je vais continuer à creuser pour comprendre ce qu'ils cherchent vraiment sur ce terrain. En attendant, restez sur vos gardes. Sparks et MacGuffin ne reculeront devant rien. Enola acquiesce, son regard passant de Rachel à son père. On protégera notre famille, quoi qu'il en coûte. Merci, Rachel. L'avocate rassemble ses documents et salue la famille avant de partir. Chayton reste près de son grand-père, son esprit bouillonnant d'inquiétude et de questions. Bon, je comprends que tout ça est loin d'être fini. Mais bon, pour l'instant, je me réjouis juste du retour de grand-père et du fait qu'il aille mieux, qu'il a un point de guérison. Déjà, pour moi, ça, c'est une victoire. Je suis assez content parce que au final, il y a pas mal de choses qui me minaient le moral, alors qui s'arrangent pas complètement, mais qui jouent un petit peu, quoi. J'ai réussi à arrêter la mise en place de cette nouvelle méthamphétamine, de refermer la faille de d'Ashibikashi. J'ai commencé à résoudre les problèmes avec les MacGuffin, les deux jumeaux, même si ça m'a coûté Tiana. En fait, je me rends compte que, ouais, à chaque fois que je fais quelque chose, il y a toujours un prix à payer, mais que j'avance quand même dans ma petite vie. Et que justement, concernant mon père, il me reste une dernière étape pour clore ce chapitre aussi, et me confronter demain durant ma visite à la prison. Et je pense qu'en fait, je vais aller me coucher. Je vois que Maître Thunderrock qui est parti, et du coup, tout un chacun ira coucher aussi. La maison se calme peu à peu, enveloppée dans une quiétude nocturne. Après le départ de Rachel, chacun regagne ses quartiers, fatigué, mais étrangement apaisé par le retour de Big. Chayton aide son grand-père à se mettre à l'aise dans la chambre qu'il a préparée, échangeant encore quelques mots avant de lui souhaiter une bonne nuit. L'homme, bien que fatigué, le regarde avec une fierté tranquille, posant une main sur l'épaule de son petit-fils avant de le laisser partir. Dans sa propre chambre, Chayton retrouve Farceur, qui saute sur le lit avec enthousiasme, comme pour lui rappeler qu'il n'est jamais vraiment seul. Chayton s'allonge, le regard fixé au plafond, repassant dans sa tête les événements récents. Les victoires se comptent, certes, mais chaque pas en avant a eu son prix. Tiana, la promesse empoisonnée au MacGuffin, la tension au sein du club et cette confrontation à venir avec son père. Pourtant, malgré tout cela, il y a une lueur d'espoir. Big est là en sécurité et la famille se resserre autour de lui. Cela donne un point d'ancrage, une force nouvelle. Alors que la fatigue gagne, Chayton ferme les yeux, son esprit flottant entre le soulagement et l'appréhension. Demain sera une autre épreuve, un nouveau chapitre à écrire. Mais pour l'instant, il s'abandonne au repos. Le souffle apaisé par la présence rassurante de Farceur, qui vient se blottir contre lui. Le lendemain matin, je me prépare un peu avec anxiété à mon petit-déj, ma douche, et du coup, je vais attendre dans la voiture de ma mère que celle-ci me rejoigne pour m'amener jusqu'à la prison de Blackwater, où du coup, elle a réussi à négocier avec la direction de la prison, sûrement en graissant quelques pattes, 2 visites, donc une pour moi et une pour elle en fait. Elle a compris que j'avais besoin d'y aller seul pour me confronter à mon père, sans son appui, sans l'avoir à côté de moi. Et à moi, elle a jugé préférable aussi d'avoir elle aussi un droit de visite pour confronter elle aussi quand même son mari, car en plus d'être son mari, c'est aussi le président du club et qu'elle où elle est née la coprésidente. Et je pense qu'en fait, ma mère, c'est pas pour rien que son surnom au sein du club, c'est la Louve. Je pense que là, elle est prête à montrer les crocs à son président et son propre mari. Finalement, je pense que, alors qu'on arrive à la prison, je vais d'abord passer un premier pour avec mon père.
30 secondes. Du coup, je vais être dans la pièce. Je pense qu'elle aura réussi à nous avoir un isoloir tout seul avec moi et mon père, au lieu d'être dans la salle commune, pour pouvoir m'entretenir avec mon père. À table. Shaitan descend de la voiture, le cœur battant à tout rompre. Il suit sa mère jusqu'à l'entrée de la prison de Blackwater, où un garde les accueille avec un air neutre, mais professionnel. La tension est palpable. Sa mère échange quelques mots avec le garde, qui vérifie leurs papiers, avant de les guider à travers les lourdes portes de métal qui s'ouvrent et se referment avec un bruit sourd. Shaitan remarque le regard déterminé de sa mère. C'est une louve, prête à affronter l'alpha déchu. Elle lui adresse un dernier regard encourageant avant qu'ils ne soient séparés, chacun pris en charge par des gardiens différents. On l'amène à une petite salle isolée, où une table métal sont disposées sous une lumière blafarde. Shaitan prend place, ses mains moites glissant légèrement sur la surface froide de la table. Il inspire profondément, essayant de calmer son esprit. La porte s'ouvre, et son père, Calorow, entre. Même vêtu de l'uniforme de détenu orange, l'homme dégage toujours cette aura imposante. Ses cheveux sont un peu plus longs, sa barbe moins entretenue, mais ses yeux perçants restent les mêmes. Il s'assied lourdement en face de son fils, un sourire en coin qui n'atteint pas ses yeux. « Mon fils », commence-t-il d'une voix grave, « alors tu viens jouer les justiciers ou tu es là pour écouter ce que ton vieux père a à dire ?» Shaitan serre les poings sous la table, prenant une inspiration pour ne pas céder à la colère qui bouillonne en lui. Il sait qu'il ne peut pas se laisser manipuler par les mots de son père. Pas cette fois. « Je ne suis pas venu pour écouter tes excuses ou tes leçons, » réplique-t-il, le regard rivé sur celui de Cal. « Je suis venu pour comprendre pourquoi. Pourquoi tu as trahi le club, notre famille et les principes que Papy Big nous a toujours inculqués. » Cal ricane, un son amer qui résonne dans la petite pièce. « Comprendre ? Tu penses que tout est aussi simple, gamin. Il y a des choses que tu ne saisis pas encore. » Shaitan frappe du poing sur la table, le son résonnant avec force. « Alors, explique-moi, parce que pour moi, tu n'es qu'un homme faible qui a vendu son âme à un Manitou et sacrifié tout ce qui comptait pour ses ambitions égoïstes. » Un silence tendu s'installe, Cal le fixant longuement, ses traits durcis. Puis, lentement, il se penche en avant, posant ses coudes sur la table. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ce club, pour cette famille. Mais toi, tu n'as aucune idée du poids que ça représente. Alors, avant de me juger, Shaitan, regarde-toi dans un miroir et demande-toi si tu es prêt à porter ce fardeau. » Shaitan soutient le regard de son père, son cœur battant à tout rompre. C'est le moment pour lui de répondre, de confronter cet homme qui a toujours été une ombre dans sa vie. Je serre les poings quand j'entends tout le discours de mon père. Je réprime la colère qui remonte en moi. De me plonger dans son regard. De moi. Il a fait ça que pour le pouvoir, son propre égoïsme. Et que c'était pour le club, pour la famille. Faire circuler de la drogue comme ça, là, de saloperie, même dans le district, qui a ravagé mes amis d'enfance. Et tous ces pauvres gens qui essayent de s'en sortir en les noyant sous ta nouvelle drogue. Et tu crois que c'est... Non, mais... Non, c'est pas ça. Servir la famille et le club. Moi, oui, en tant que Dreamcatcher, j'essaye vraiment d'aider les autres. J'ai aidé Sam, Max, même le petit Pavel, là, le petit geek. Marigold aussi. Je suis allé dans la marche des rêves des cauchemars, affronter leurs cauchemars pour les aider, les soulager dans leur sommeil. Moi, je me suis pas allié à des Manitou comme Cruel pour user du pouvoir des cauchemars contre des humains. Alors elle est là la différence entre nous, papa.
Et que moi, au moins, j'ai peut-être une moralité plus noble que toi, plus digne de l'esprit du coyote, tel que l'a voulu mon grand-père Big P. Cal se redresse lentement sur sa chaise, le regard sombre. Le sourire qu'il avait au coin des lèvres s'efface, remplacé par une expression froide et sévère. Ses mains, posées sur la table, se crispent légèrement, trahissant une colère contenue. « Moralité plus noble, hein » lâche-t-il d'une voix rauque, presque moqueuse. « Toi, tu te pavanes avec tes petits exploits dans les rêves et tu crois que ça fait de toi un héros ? C'est facile de jouer les sauveurs quand on n'a pas le poids du monde réel sur les épaules. » Il se penche en avant, son regard brûlant de défi. « Tu parles de dignité, de l'esprit du coyote. Mais tu crois quoi, gamin? Que ce monde te laisse le choix d'être noble? Quand j'ai pris la tête de ce club, je l'ai fait pour qu'on survive, pour qu'on s'impose dans un monde qui ne veut pas de nous, qui nous traite comme des déchets. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour garder cette meute en vie. » Shaiton serre les poings encore plus fort, le ton de son père attisant sa colère. « En vendant du poison à notre propre peuple, en sacrifiant nos valeurs pour quelques billets sales. Non, papa, ça, ce n'est pas survivre. C'est trahir tout ce que Papy Big a construit. » Cal ricane, un rire sans joie qui résonne dans la petite pièce. « Tu parles de ton grand-père comme si c'était un saint, mais il n'était pas mieux que moi. Tu crois qu'il a bâti ce club sans salir ses mains? Il a fait ce qu'il fallait, comme moi. La seule différence, c'est que toi, tu es encore trop naïf pour comprendre ce que ça coûte de protéger une famille. » Shaiton frappe la table du plat de la main, faisant sursauter légèrement la lampe suspendue au plafond. « Arrête de te cacher derrière des excuses. Tout ce que tu as fait, c'était pour toi, pour ton propre pouvoir. Cruel ne t'a pas choisi par hasard. Tu l'as laissé entrer, tu l'as nourri avec ta haine, ta soif de contrôle. Tu as détruit tout ce que ce club représentait. » Cal le fixe, un silence lourd s'installant entre eux. Puis il murmure, presque dans un souffle. « Et toi? Jusqu'où es-tu prêt à aller, Shaiton? Parce que crois-moi, ce n'est qu'un début. Tu crois que tu es meilleur que moi, mais le temps viendra où tu feras des choix que tu ne pourras plus effacer. Et ce jour-là, tu comprendras ce que c'est que de vivre avec des cauchemars qui ne viennent pas de la marche, mais de ton propre cœur. » Shaiton sent un frisson parcourir son échine, mais il ne détourne pas le regard. « Peut-être, » répondit-il d'une voix ferme, « mais je sais que je ne marcherai jamais dans tes pas. » Le silence qui suit est glacé, tendu, comme une corde sur le point de se rompre. Je pense que sur ça, je vais le laisser en fait. Il est assez entendu. Et pour moi, c'est plus du tout le père que j'admirais à l'époque. C'est devenu le plus beau des salopards que j'ai jamais croisé. J'ai envie d'avoir quelque chose en commun avec lui. Je laisse ma place à ma mère si elle a envie, elle aussi, de s'expliquer avec son mari. Mais pour ma part, en tout cas, c'est mort. Je comprends en fait maintenant pourquoi Winona, ma grande sœur, s'est barrée de la maison elle aussi, par rapport à qu'elle pensait de mon père et de l'aspect négatif du club de Coyote. Même si sur le point d'esprit de Coyote, je suis pas tout à fait d'accord avec ma sœur. Pour moi, je pense que le club a quelque chose de bon. Certes, c'est des bikers qui frôlent avec l'illégalité et le crime, mais ça reste des gens que l'on peut guider vers une voie plus noble, vers la voie du spirit Coyote originel. Donc, je pense que c'est ça en fait. Je vais essayer en fait. Je me fixe, même si je suis que un gamin de 16 ans et qui n'est qu'un simple prospect encore, à titre honorifique. Je compte vraiment en fait prendre ma place au sein du club et balayer l'héritage de mon père pour renouer avec les racines de mon grand-père et aider ma mère.
qui je pense aura le même objectif. Là, c'est avec cette idée que je quitte la pièce et que je laisse la place à ma mère. Shaitan se lève de sa chaise, le visage dur et fermé. Il jette un dernier regard à Cal, qui reste assis, impassible, les bras croisés, son sourire narquois réapparaissant doucement. Sans un mot, Shaitan tourne les talons et quitte la pièce. Dans le couloir, il croise le regard de sa mère, Enola, qui attend calmement, adossée au mur. Elle capte immédiatement l'émotion dans les yeux de son fils, malgré son expression impassible. Un léger sourire, presque imperceptible, se dessine sur ses lèvres comme pour lui insuffler un peu de courage. « Ça va ?» demande-t-elle doucement. Shaitan hoche la tête, même si au fond, il sait que non, ça ne va pas. « Ouais, c'est bon, à toi de jouer. » Enola redresse les épaules et pose une main rassurante sur son bras. « Tu as fait ce que tu avais à faire, c'est tout ce qui compte. » Elle lui adresse un dernier regard empreint de fierté avant d'entrer dans la pièce où Cal l'attend. La porte se referme derrière elle et Shaitan reste un moment dans le couloir, inspirant profondément pour calmer la tempête dans son esprit. Il sait qu'il ne reviendra pas sur cette décision. Pour lui, son père n'est plus qu'un étranger, un homme qu'il doit surpasser, dont il doit effacer les traces toxiques laissées dans la meute. Alors qu'il quitte la prison et retrouve l'air frais, une détermination nouvelle brûle en lui. Le club des Spirit Coyotes mérite mieux. Son grand-père, sa mère et même les autres membres méritent une chance de renaître, loin des ténèbres dans lesquelles Cal les a plongés. Shaitan sait qu'il a encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sent ancré dans une direction claire. Il ne sera pas Cal Arrow, il sera bien plus. Eh bien, c'est avec cette nouvelle révolution que prend Shaitan que, je pense, mon cher maître du jeu, nous allons boucler cette première saison de notre partie de jeu de rôle Dreamcatcher. Même s'il reste encore bon nombre de défis pour Shaitan dans les jours, les semaines et les mois à venir. Mais néanmoins, il a, je pense, accompli une première grande étape importante dans sa vie, mais aussi dans sa mission de Dreamcatcher. Avec tous les éléments qu'il a vécu au cours du mois qui vient de s'écouler. Ça a été assez riche en événements. Et là, maintenant, il a un nouvel objectif clair dans la tête. De quoi voir l'avenir avec un nouveau regard. Shaitan Arrow quitte la prison avec une nouvelle lumière dans les yeux. Ce mois d'octobre, qui avait commencé dans le chaos et les doutes, s'achève sur une note différente. Ce n'est pas une fin, mais une étape, et peut-être même un commencement. Les mots de son grand-père résonnent encore dans son esprit, tout comme l'écho de ses propres décisions. Il n'a pas simplement survécu à tout ce que la vie lui a jeté à la figure, il en ressort changé. Il a refermé une faille dans la toile d'Ashi Bikashi. Il a affronté son père, brisé des chaînes invisibles mais douloureusement réelles. Il a commencé à comprendre l'immensité et la complexité de son rôle de Dreamcatcher, une responsabilité qu'il n'a pas choisie, mais qu'il embrasse désormais avec la force et la détermination qui le définissent. Shaitan a aussi découvert que les liens qui l'unissent aux autres sont à la fois sa plus grande faiblesse et sa plus grande force. L'amour perdu, les amitiés blessées, les secrets qui l'entourent comme une toile de mensonges. Tout cela n'a pas fini de le poursuivre. Mais il ne recule plus, il avance. Alors qu'il remonte sur sa moto, le ciel au-dessus de Blackwater est d'un bleu limpide,
Peut-être une trêve passagère, peut-être un présage. Il ne sait pas encore ce qui l'attend. Savannah et Brody, Jacob Sparks et son oncle Irving, ou encore les mystères cachés dans la marche des rêves. Mais une chose est sûre, Chayton est prêt à se battre, à avancer, à construire quelque chose de nouveau. Et c'est sur cette image, celle d'un garçon devenu presque un homme, roulant à travers la petite ville de Blackwater, avec l'avenir qui s'étend devant lui comme une route ouverte, que se referme cette première saison de Dreamcatcher. Merci d'avoir partagé cette aventure, chers joueurs. Les défis restent immenses, les ennemis nombreux, mais Chayton Arrow est en train d'écrire sa propre légende, et le voyage ne fait que commencer.